Voilà ce qu'écrit le quotidien Le Béninois Libéré, qui parle du parti Les Démocrates et qui s'interroge et qui conseille finalement le parti Les Démocrates. Le quotidien parle de sortie bancale sur le drame du coup d'État manqué. Laurent Roland-Tonniquez, est-ce une sortie bancale? Je crois que la première chose, il nous revient d'éviter à l'avenir de relayer de telles unes des journaux. Parce qu'en fait, quand professionnels des médias, nous en arrivons à écrire des choses comme ça ou à revenir sur ça, à relayer, c'est comme si nous donnons caution. Parce qu'après tout, si imaginez le jour, le parti va décider de poursuivre le journal, surtout quand parlons de la question de l'agent de Olivier Bokor, c'est que nous, tous qui avons relayé aussi, nous devons pouvoir aussi être concernés. Moi, j'estime qu'il y a des journaux au Bénin aujourd'hui, normalement, nous devons mettre en conseil à faire le travail, faire le tri et éviter de relayer les unes. Ça, je le dis sans état d'âme. Je pense que c'est la meilleure option pour nous maintenant. Alors, quand je finis de dire ça, je crois que le partenaire de déclaration, ils ont sorti un certain nombre de faits. Et lesquels faits, pour moi, en réalité, je l'ai dit dans la semaine, je n'aimerais pas être la place du chef de l'État. Parce que quand les démocrates sortent aujourd'hui, ils parlent de flou et de mystère autour de ce dossier. C'est vrai qu'ils ont rappelé à flou artistique. Quand ils ont parlé, ils ont rappelé quand même aux forces de défense et de sécurité qu'ils doivent retourner dans les casernes. C'est déjà un bon message à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Et puis après, quand ils parlent de flou artistique, de mystère autour de cette affaire, j'ai coutume de dire que quand des choses se passent aujourd'hui, essayons d'aller puiser dans le passé. Et dans le passé, quand la même chose s'est passée sur Boni-Yayi, les mouvanciers d'aujourd'hui avaient tout le temps dit que c'est du faux, que Boni-Yayi avait monté de toutes pièces cette affaire et que ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, si véritablement le chef est convaincu que ce qui se passe, c'est vrai, il doit pouvoir être dans la peau de Boni-Yayi il y a 12 ans. Pardon, pas 12 ans, 2012, oui, il y a 12 ans, voir comment est-ce que peut-être lui, à sa place, il avait souffert de cette affaire. Mais après aussi, quand nous continuons aussi et que nous estimons qu'aujourd'hui, si c'est convaincu, le chef est convaincu que ce que les gens disent, la justice, en tout cas le dossier est vrai, il y a nécessité pour le chef de se remettre en cause. Je l'ai dit la semaine dernière, cette semaine également, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, il y a nécessité pour le chef de l'État de se remettre en cause. Parce que comment se fait-il que, déjà vous avez des opposants qui entrent sont vos détracteurs, mais il n'en arrive que c'est dans la propre famille qu'alors on en arrive à vous en vouloir au point de pouvoir préparer un coup d'État. Donc j'estime qu'il y a nécessité pour le chef de se remettre en cause. Et je disais la semaine dernière qu'il y a nécessité pour le chef maintenant de s'asseoir, de faire un recul, de faire un examen de conscience, de dire de 2016 à 2024, qui sont ceux-là que j'ai brimés, que je peux corriger aujourd'hui, qui sont ceux-là qui j'ai fait du mal, pas vengeance. Comment je peux corriger ça? Qui sont ceux-là qui, parce qu'ils ont peur de moi, ont dû fuir le Bénin? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Parce que si c'est dans votre propre famille, écoutez, ce qu'on voit, en réalité, quand on parle de coup d'État en griffe du, moi je pense que c'est une partie, la partie visible de l'iceberg. Parce que quand vous écoutez beaucoup de mouvanciers dans les coulisses, beaucoup parmi eux désavouent même le régime auquel ils appartiennent. Malheureusement. Alors, il y a nécessité pour le chef alors de s'asseoir, de faire un bilan et de dire, oui, j'ai fait des choses à la tête du Bénin. J'ai fait des erreurs, peut-être. J'ai fait des choses, j'ai réalisé des choses, j'ai fait des réformes, oui, mais à bien des égards, il y a nécessité de se remettre en cause, de corriger ce qu'il y a à corriger, parce que vous voulez finir votre mandat, vous voulez être célébré. Donc, il faut tout faire pour passer le chiffon sur certaines choses et ramener le compteur à zéro. C'est la meilleure option. Donc, je crois que les démocrates sont dans leur rôle, malheureusement, parce que, se rappelant du passé, ils ne pourraient pas peut-être dire mieux que ça. Fort heureusement, ils ont même parlé de flou et de mystère. Ils n'ont même pas utilisé le mot théâtre ou bien coup monté. Non, ils n'ont rien dit de tout ça. Je sais que hier, les gens ont dit ça par rapport à Boni-Yayi. Donc, j'estime qu'au moins, ils sont restés un peu modérés. Un peu modérés. Parce que qu'on ne le veuille pas, quand on regarde ce dossier jusqu'à aujourd'hui, nul ne peut dire réellement que c'est vrai ou c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a quand même un flou autour. Avouons-le. Un flou qu'ils ont appelé artistique. Bon, voilà. Bon, c'est à eux de voir. Peut-être qu'ils veulent danser sur ce flou, ça c'est leur problème, ou bien chanter sur ce flou. Mais j'estime qu'il y a un mystère. On n'a pas encore compris, cerner le fond, ce qui pourrait amener, en griffe, Olivier Bokor à en vouloir si tant
ou aux hommes qui envoient la citant à Patrice Talon, ça, parce que concernant, on parle, les deux personnes dont on parle sont en fait des personnes très appréciées du chef. Absolument. Qui ont partagé beaucoup avec le chef de l'État. Le bon petit du chef. Le bon petit du chef, le fils du chef et son frère. Donc, comment peut-on arriver à estimer que l'oncle et le fils, en tout cas, veuillent attenter ou veuillent faire du mal au père? Donc, alors que c'est le père qui est leur... En tout cas, le père a été d'un grand secours pour le fils et pour l'ami, mais pour l'oncle aussi. C'est quand même quelque chose. Donc, j'estime qu'à ce niveau, oui, les gens sont en droit de reconnaître, de dire qu'il y a un mystère. Mais attendons de voir quand même. Donc, pour ça, si un journal doit écrire, aller parler des bancaires, en tout cas, moi, j'ai été permis de lire ça. Et je suis sûr que moi, je ne vais jamais relayer un tel... Oui, et puis vous n'y voyez pas de sortie bancale en tout cas. Non, mais on attendait leur sortie. Ils se sont prononcés. Je disais que c'est après la présentation. Je crois que c'est après la présentation des mises en cause que le Parti démocrate pouvait se prononcer. Parce qu'avant ça, ils n'ont pas d'éléments sur lesquels ils peuvent statuer. Mais après la présentation au procureur, ils ont d'éléments pour statuer, pour se prononcer d'abord. Avec l'évolution du dossier, ils peuvent se prononcer. Donc, cette sortie bancale ou pas, je crois que chacun a sa position, défend ce qu'il défend. Mais depuis que cette affaire a commencé, quand vous regardez la une du journal dont nous parlons, en réalité, on se pose des questions. On se pose des questions. Les démocrates n'ont-ils pas profité de cette occasion pour encore revenir sur certains points dont ils parlent depuis plusieurs mois? Oumar Dianjo, vous avez écouté le secrétaire à la communication du parti. Dites-nous si vous n'avez pas eu ce sentiment, si les démocrates ne sont pas revenus encore sur les points dont ils parlent, les exilés, revoir le code électoral, voilà. Oui, ils ont joué pleinement leur rôle. Ils ont montré que leur combat est toujours le même, rester opposé donc au régime actuel. Et ils l'ont joué parfaitement. Et bon, je vais dire quand même en passant que j'adore le vent de jeunesse qu'il y a au niveau des démocrates. C'est vrai que comment on appelle, les vieux loups sont derrière, mais j'aime bien le fait qu'on mette un jeune en avant, un jeune que je connais plus ou moins bien, que je pense que quand il mène une lutte, il se donne de manière très acharnée. Je ne partage pas forcément ses idées. Hein. Je le dis juste parce que je suis jeune, nous sommes de la même génération et j'apprécie cela. Les autres partis devraient en prendre de la graine également. Voilà. Cela dit en passant, je reviens sur les propos. Ils sont restés égaux à eux-mêmes, les démocrates. Ils ont joué leur rôle pleinement. Vers la fin, effectivement, ils ont mené leur combat habituel, réclamer le retour des exilés, la libération comment on appelle, des personnes emprisonnées, qu'ils soient de leur camp ou pas. Ça, ils l'ont toujours martelé, ils l'ont toujours voulu, ils l'ont toujours exprimé et ils ont continué donc de l'exprimer. Maintenant, revenons à l'affaire qui les a fait sortir. Moi, je dis qu'ils fassent une sortie ou qu'ils ne la fassent pas. Les démocrates, on n'a rien à leur reprocher, moi, à mon avis. Et tel qu'ils ont fait leur sortie aujourd'hui, moi, personnellement, j'apprécie tout ce qu'ils ont dit. J'ai bien aimé tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils sont restés dans leur rôle d'opposants. Ils ont critiqué et ils ont dit qu'ils veulent un peu plus de lumière autour de l'affaire. C'est cela aussi, s'opposer. Maintenant, quand ils estiment qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'il y a du flou autour, moi je pense que le parti a également le droit d'interpeller également comment on appelle, les autorités en matière de justice et de leur dire, mais pourquoi c'est, pourquoi ça? Ils ont le droit. Maintenant, est-ce que c'est le moment de le faire également? Parce qu'il y a une information judiciaire qui est en cours, il y a un juge d'instruction qui travaille, qui va amener un peu plus de lumière aussi autour de tout ceci, qui fera toute une enquête. Mais jusque-là, moi, je ne trouve aucun bémol à ce que les démocrates ont fait comme sortie. J'ai bien apprécié, c'est leur rôle dans dans la vie politique de notre pays. Lorsqu'il y a des événements majeurs, il n'y a pas de raison qu'un parti politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, ne s'exprime pas. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il pense de l'affaire. Ils ont apporté leur pierre comme ça à la construction, ne serait-ce que sur le plan politique du pays.
Et donc, ils ont dénoncé ce qu'ils pouvaient dénoncer. Ils ont dit ce qu'ils attendaient également du régime. Ils ont apporté quelque chose à la nation. Moi, je pense que c'est essentiel. Maintenant, par rapport à nos confrères, c'est de l'impéritie, et je l'ai toujours dit ici, c'est de l'incapacité professionnelle. Oui, c'est de l'incapacité professionnelle. On prend parti carrément. On n'a pas le droit de prendre parti. On a le droit de commenter. On a le droit de lire les faits, d'aller au-delà des faits, d'expliquer les faits en tenant compte peut-être du passé, de ce que nous espérons du futur, de notre idée du futur. On peut avoir notre propre idéologie, il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison de... Enfin, on ne doit pas prendre parti, dit de go comme ça, que l'argent de telle personne fait tourner la tête à un parti politique. Ça frise un peu le journalisme de caniveau, comme le dirait l'autre, vraiment. Au bord de la voie, on peut entendre ces gens de propos-là, dans les bars, autour des boutiques et tout, voilà, au marché, on peut entendre ces gens de propos. Mais le journaliste, non, le journaliste n'a pas le droit, il est impartial. Quelle que soit l'idéologie qu'il défend, il doit rester quand même impartial. Et ça, là, je pense que ce n'est pas très intéressant. Très bien. Laurent Roland-Tony Kessoumari en dit que Guim Tossoumitokwe parle de crise politique. Il y a une crise politique profonde. Est-ce que vous avez ce sentiment? Il y a une crise quand même. Vous n'observez pas la situation politique depuis des années. Il y a une crise. S'il n'y a pas de crise, qu'est-ce que certains acteurs politiques cherchent en prison? S'il n'y a pas une crise, pourquoi est-ce que certains acteurs politiques ont dû détaler pour se retrouver en exil? Il y a une crise. S'il n'y a pas une crise dans un pays, toutes les filles et les fils du Bénin se retrouvent dans le pays pour travailler. Il y a des choses, je le dis clairement, il y a des gens à qui, oui, réglementairement, on peut reprocher des choses, qui ont dû fuir pour aller en exil. Ça, c'est autre débat. Mais il y a des gens, c'est compte tenu des intérêts politiques qu'ils ont dû détaler. Alors, s'il n'y a pas de crise politique, qu'est-ce que Joël Aïvo a fait 6 ans pour se retrouver en prison depuis? S'il n'y a pas de crise, qu'est-ce que Ricky Amadou a fait 6 ans pour se retrouver en prison? S'il n'y a pas de crise politique, pourquoi il y a eu émeute en 2019? Parce qu'en 2019, il y a un système politique qui a été mis en place pour empêcher des gens d'aller aux élections et qui a amené la brouille. Parce qu'en 2020, il y a une situation également. Parce qu'en 2021, il y a une situation également. C'est la preuve qu'il y a une crise dans le pays, une crise politique. En 2024 2024, non, mais 2023. Code électoral. Code électoral qui est là, par exemple. Code électoral que des gens dénoncent pour dire il faut corriger. Il faut corriger, il faut corriger, il faut corriger. Et je crois que les démocrates n'ont pas perdu de vue l'idéal du combat. Parce qu'en fait, cette affaire de tentative ou de complot contre la sécurité de l'État vient noyer malheureusement tous les dossiers qui sont en attente. Et il faut être présent d'esprit pour pouvoir se rappeler ça chaque fois. Ils ont bien fait de le rappeler. Parce que vous allez vous focaliser sur cette affaire, et puis le temps passe. Vous vous rappelez, vous vous retrouvez aux portes de 2026, et puis il n'y a plus de... Parce que 6 mois, après 5 mois avant les élections, paf, vous ne pouvez plus modifier le code électoral parce que la CEDEAO est claire là-dessus. Donc, il y a des affaires qui vont revenir comme ça. L'affaire, on vit qu'il y a une instance là, qui le lundi, il va être présenté au procureur, il a cette affaire. Et dès lors qu'on a parlé d'instruction, imaginez peut-être que après, il y a un procès, qu'on peut-être on sorte quelqu'un d'abord, qu'on le mette sous convocation, et qu'on maintienne l'autre en prison, et qu'on dise que le dossier est toujours en instruction, et que là, on focalise toutes les attentions sur ce dossier. Les gens sont là, rien que de ça. Et puis après, ils sont surpris. J'estime que véritablement, il y a tellement de choses à régler. Et c'est pourquoi je dis une chose. Écoutez, moi, j'ai rien contre Patrice Talon, le chef de l'État. C'est un monsieur que j'apprécie pour sa finesse et sa beauté, en tout cas son amour du beau, tout ça là. Mais j'estime qu'il est aussi un homme. Il peut faire des erreurs. On me dira ceux qui pensent que Patrice Talon a fait rien que de bonnes choses et qu'il est omnipuissant, demi-dieu. C'est leur problème, ça n'engage qu'eux. Mais moi, je pense qu'à la fin, c'est ma manière à moi de lui dire, Monsieur le Président de la République, prenez du recul quand même. Analysez la situation. Prenez des décisions qui pourront faire que vous soyez célébré. Vous avez été élu pour 5 ans, renouvelable une fois. La constitution du Bénin est claire dessus. Vous êtes venu au pouvoir dans la paix. Vous devez travailler à laisser le pouvoir dans la paix. C'est à cela qu'on appelle Patrice Talon. Et donc, moi, j'estime véritablement qu'il y a une crise. Et nous devons nous asseoir, réfléchir, faire en sorte que, de la même manière que lui, il a pu prendre le pouvoir,
de ce chef d'État, parce qu'il le sait très bien, un chef d'État au Bénin est très puissant. Et pourtant, Boni Yayi n'a pas mis de barrière. Malgré tout, il est allé remettre le pouvoir aussi facilement dans la douceur. Avec une Bible. Avec une Bible. Et donc, cela suppose que quoi? Lui aussi doit pouvoir travailler de sorte que celui qui prendra le pouvoir en 2026 soit la volonté populaire, celui qui est choisi par la volonté populaire et qui donne le pouvoir dans la paix. Ça peut être quelqu'un de la mouvance, si nous faisons les choses autrement. Ça peut être quelqu'un, ça peut ne pas être même quelqu'un de l'opposition. Ça peut être un citoyen, que tout comme lui, qui était homme d'affaires, mais qui est venu damer le pignon aux opposants à Boni Yayi pendant 10 ans, damer le pignon à la mouvance et a pris le pouvoir. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et donc nous devons travailler à nous rappeler de ça. J'estime que véritablement, si on travaille à régler cette crise interne politique que nous avons aujourd'hui, en nous asseyant tous autour d'une table pour discuter, c'est le Bénin qui sort grand. Moi j'ai discuté il y a quelques jours avec des Ghanéens. J'ai été permis de voir comment les Ghanéens parlent de la démocratie au Bénin, parlent de la situation au Bénin. Et pourtant le Bénin a été pionnier quand même. Le Bénin est respecté sur le plan de la démocratie. Oui, le ministre des Affaires étrangères parle à la tribune des Nations Unies de la démocratie. J'ai pu voir comment les gens lui ont jeté des pieds. Ah oui? Oui, mais quand la déclaration qu'il a faite, il était très bien éloquent. On a bien vu qu'il a une bonne posture, il maîtrise son sujet. Mais quand on va dans le contenu du sujet, il y a des choses que si nous devons nous asseoir entre Béninois, on doit se dire la vérité. Donc j'estime véritablement que cette crise, ça existe. Ne pas reconnaître que cette crise existe, c'est de marcher sur des œufs. Et c'est pas bon. Oumar, voilà la situation. Êtes-vous d'accord avec non, pas complètement d'accord. Moi, je dirais qu'il y a une tension politique. Il y a une tension. Il n'y a pas de crise. S'il y a crise, ça veut dire que les institutions ont du mal à fonctionner. S'il y a crise, ça veut dire qu'il y a un problème qui empêche nos institutions, de fonctionner de manière normale. Il y a une tension entre les acteurs politiques aujourd'hui. Tension née des réformes. Je suis complètement d'accord. Les réformes ont été initiées pourquoi? Pour des raisons bien précises. Les réformes ont-elles permis d'éliminer tout ce pourquoi elles ont été initiées? À nous maintenant de faire le bilan. Moi, je vois pas mal de choses qui ont été réussies au niveau donc, de ces réformes-là. Ça a permis d'éliminer pas mal de choses. Quand vous regardez aujourd'hui l'arène politique, vous savez réellement qui est qui. Vous voyez, n'importe qui ne se lève plus aujourd'hui pour dire non, j'ai créé mon parti. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais dans ces réformes-là aujourd'hui, il y a des choses peut-être aussi qu'il faut revoir. Je suis complètement d'accord. Et qui décide de revoir les choses? Qui va favoriser cela? Et c'est là où je dis, arrêtons peut-être de pleurnicher. À un moment, il faut s'arrêter, s'asseoir. Les lois sont déjà votées. Comment est-ce qu'on change les lois au Bénin? C'est le législatif, c'est le pouvoir, c'est à l'Assemblée nationale qu'on change les lois. Comment est-ce qu'on fait alors pour mettre la main sur cette Assemblée nationale et changer? Voilà, échanger. Vous n'avez pas la majorité, travaillez pour avoir la majorité. Ça, c'est moi mon avis. Quand il y a des réformes, moi, je pense que c'est normal que des obédiences politiques soient réfractaires à ces réformes-là. Se disent non, nous ne sommes pas d'accord, c'est trop coercitif, il y a trop de contraintes, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Vous ne trouvez pas de contraintes? Non, il y a des contraintes, effectivement, dans tous ces nouveaux tests-là. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais ces contraintes-là ont été initiées pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que ça permet de résoudre le problème? Si ça ne permet pas, OK, comment est-ce qu'on les relie pour pouvoir permettre de résoudre les problèmes? OK, après avoir résolu les problèmes, est-ce que ça crée d'autres problèmes? Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Voilà. Quelle crise? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a en crise? Il y a une tension aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut bien choisir les mots pour ne pas non plus jeter la psychose également. Je pense que c'est un peu exagéré de parler de crise politique. Il y a une véritable tension. Pour moi, crise, c'est problème. Pour moi, crise, c'est les institutions qui ne fonctionnent pas normalement. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Les institutions n'ont plus vraiment leur place. Aujourd'hui, les institutions fonctionnent correctement chez nous. Il faut pouvoir le dire. Tout marche. À part qu'entre les hommes, on ne s'entend pas très bien. Il y a certains qui sont en prison. On leur reproche des choses, qu'ils doivent pouvoir se défendre devant la justice. Chacun peut interpréter ça comme il veut.
Et là, je n'ai rien à redire par rapport à cela. Mais je ne voudrais pas qu'on parle tout de suite de crise. On est d'accord? Maintenant, quand on dit, oui, le chef de l'État, nous sommes donc, comment on appelle, vers la fin du mandat, c'est la fin du régime, il faut pouvoir revoir les choses. Qui est-ce qu'on a brimé? Qui est-ce qui est mécontent et tout? Ça encore, je suis d'accord, parce que c'est plutôt, comment on appelle, c'est un moyen d'appeler à la paix, à la sauvegarde de notre cohésion sociale. Voilà, ça, je suis plutôt d'accord avec. Ça, il n'y a pas de souci avec. Parce que gérer, c'est prendre des décisions. Et prendre des décisions, c'est frustrer certains. OK? Et donc, quand les gens prennent le risque de gérer à un moment, il n'y a pas de raison que certains ne le trouvent pas de tort. Et c'est le cas aujourd'hui du président Patrice Talon. Quand on frustre certains ils disent qu'ils sont frustrés, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Non, on doit pouvoir les écouter également. On doit pouvoir les écouter et c'est là où je suis d'accord. Je suis complètement d'accord qu'on puisse également écouter les frustrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi certains sont en exil? Pourquoi certains sont en prison? Mais ceux qui sont en prison, par exemple... le gouvernement dit que personne n'est en exil, donc voilà. Bon, il n'y a pas d'exilés politiques. Chacun est dans son rôle. Chacun est de son rôle. L'autre sait pourquoi il a fui. Peut-être parce que la justice lui reproche quelque chose. Donc, étant donné qu'il n'a pas les moyens de se défendre, il préfère s'enfuir et il estime que c'est politique ce qui lui arrive. Donc, à chacun de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir travailler à maintenir donc cette cohésion sociale-là. Moi, je pense réellement. Et donc, les problèmes qui existent entre les hommes politiques, je pense qu'on peut les régler. Maintenant, quant comment on appelle, aux réformes qui ont été initiées, moi, je dis, éprouvons un tout petit peu les réformes aussi pour voir. C'est vrai qu'il y a eu 2021 où on a fait des élections, ça ne s'est pas très bien passé. Mais est-ce qu'on a eu le temps véritablement de travailler? Est-ce que ce ne serait pas tard d'éprouver ces réformes? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on ne pourra plus faire marche arrière. Oui, mais on éprouve les réformes à quel moment? Au moment des élections. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, éprouvons les réformes. Maintenant, une fois qu'on a éprouvé les réformes, on voit ce que ça a donné. Si on n'est pas d'accord, travaillons également sur le terrain à convaincre les populations. Les réformes qui ont été initiées, allez expliquer aux populations qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces réformes-là selon vous. Ou leur travail aussi, c'est d'apporter de la lumière à la lanterne également des populations, de pouvoir leur expliquer, voilà cette réforme, voilà ses limites, voilà ses avantages. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si vous voulez de nous, alors voici ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez qu'on change, voilà ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu un homme politique dont les trucs sont dont les propos circulent énormément sur, comment on appelle, sur les réseaux sociaux. Il dit, la meilleure manière de mettre fin à ce régime, c'est de faire partie de Patrice Talon par les urnes. Donc, le travail est là. Faisons-le. Donc, moi, je dis, on arrête de pleurnicher. Les réformes, dans tous les cas, celui qui a initié ces réformes, il en a le droit. C'est nous qui l'avons voté, c'est nous qui l'avons mis là. On est d'accord? C'est la majorité des Béninois. Donc, c'est le peuple qui l'a déposé donc, à la marina. Donc, non, on n'a pas dit se taire et subir. Je n'ai pas dit se taire et subir. Qui se taire et subir? Si se taisait et subir, ils n'allaient pas pouvoir parler. Voilà. S'ils parlent, c'est la preuve qu'à mon avis, il y a des tensions, mais il n'y a pas de crise. S'il y avait crise, aucun parti politique peut-être ne saurait parler. On n'est pas encore dans une dictature, à mon humble avis. À mon humble avis. La pause sur ce plateau, vous avouez, moi, avons le droit de parler, de critiquer le président Patrice Talon. On ne critique pas, nous on fait des... Oui, mais s'il y a des critiques. On fait des critiques. On fait des observations. Critiques, je pense que c'est trop dit. Nous faisons des observations et encore constructives. Comme je dis que la crise est un peu trop dit, vous estimez que critiquer aussi est un peu trop dit. Mais moi je dis et je répète, dans tous les cas, nous l'avons élu. Et les réformes, ça fait partie de ce qu'un dirigeant doit faire. Vous savez, les textes qu'on a votés, même notre loi fondamentale, la Constitution, elle doit s'adapter à la société. À un moment, il y avait des problèmes. On va laisser Laurent réagir à tout ce que vous avez dit et tout ce qu'il a entendu. Laurent, réaction? Non, j'ai du plaisir à suivre Omar quand il développe sa position. Moi, je veux dire quelque chose qui est très simple. Par exemple, dans le parti dont vous parlez, vous pensez que cette réforme a changé quelque chose? Oui, ça a changé quelque chose. On sait aujourd'hui combien de partis politiques nous avons au Bénin. Ce n'est plus 200 et quelques. Il y en a combien? Non, mais nous avons, ne serait-ce que les démocrates, ceux dont je me souviens, il y en a combien aujourd'hui? Les démocrates, nous avons l'UP, le Renouveau. On a déjà plus d'une dizaine de partis politiques. Oui, mais ce n'est pas 200. Attends, je vais vous expliquer que même avec ça, on peut aller à 200. Je vous demande ça par A plus B. Voilà. Avec la réforme, il est dit qu'il faut avoir 15 personnes par commune. Si vous ou vous levez lui, et que vous arrivez à justifier
15 personnes par commune, au niveau des 77 communes, vous pouvez constituer votre parti politique. Et je vous dis très rapidement, non, je vous dis très rapidement, ces partis que vous avez créés ne seront pas viables. Ces partis ne seront pas viables parce que les élections leur imposent d'avoir une envergure nationale. Laissez-le aller au bout de ces idées. Prenez note et vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Oui, je vous laisse parler également. Prenez note. Je disais tout simplement que ces partis-là... C'est bon, Laurent, on y va. Omar, je vous en prie. Même les 200 partis dont on parlait sous les autres régimes n'étaient pas viables. L'essentiel, c'est que les gens créaient parti. Bon, aujourd'hui, les gens continuent de créer parti. Les gens continuent de créer parti parce qu'il y avait, on parle de 200 partis, on ne veut pas dire que les 200 partis étaient viables. On avait à peine 4 ou 5 qui étaient viables. Mais toujours est-il que cette réforme n'empêche pas les gens de créer des partis parce qu'on est pratiquement à 13 millions de Béninois aujourd'hui. Si vous levez que vous réussissez à justifier les 15 personnes par commune, c'est que vous pouvez créer votre parti. Là, on finit avec ça. Mais quand on évoque la question des réformes, pour parler du code électoral, que les gens doivent éviter de pleurnicher. Écoutez, quel était le véritable problème du code électoral qui a contribué à amener Patrice Talon au pouvoir? Est-ce qu'il y a un travail, un diagnostic où les gens disent ce code électoral a des problèmes? On n'en a pas trouvé. Si on met un code électoral en vigueur dans le but d'exclure les gens, est-ce qu'on doit continuer à encourager cela? Si les gens avaient fait de l'exclusion en 2016, est-ce que Patrice Talon pourrait avoir la chance d'être élu? Et d'ailleurs, on a quand même suivi une déclaration de Boni Yayi. Quand il a été interviewé, on lui a demandé si Patrice Talon pourrait être candidat, il a dit c'est un citoyen. Il est libre d'être candidat au Bénin. Mais en l'état aujourd'hui, est-ce que vous, Oumar, même si vous avez la notoriété politique, la popularité des gens vous apprécient et que vous avez les moyens, est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui je peux être candidat même si vous êtes membre d'une formation politique? Ce n'est pas possible. Et fort heureusement pour les démocrates qu'ils ont 28 députés. Sinon, c'est déjà plié. Ce n'était pas évident qu'eux-mêmes ils réussissent à avoir des candidats. Parce que les dispositions en la matière les empêchent d'avoir un candidat. Les empêcherait parce que là au moins ils peuvent participer aux élections. Moi je pense que véritablement quand il y a des problèmes, ayons le courage de dire à nos gouvernants, à ce niveau-là c'est pas bon, à ce niveau c'est bon. Je suis le premier à dire que un chien, un chat, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça, parce que il y a des choses qu'on peut apprécier sous la gouvernance de Patrice Talon. Ça je l'avoue. Mais vous ne les appréciez pas. Hein. Vous n'avez jamais vu apprécier sur le plateau. Vous avez déjà apprécié des choses quand vous étiez sur ce plateau. Oui, vous appréciez certaines choses, mais ce matin, vous n'appréciez pas certaines choses. Pourquoi vous voulez que j'apprécie tout le temps? Je ne suis pas un vous-vous-là, je ne suis pas un propagandiste du gouvernement. Ceux qui sont payés pour ça vont le faire. Il n'est pas un vous-vous-là. Je ne suis pas propagandiste du gouvernement. Ceux qui sont payés pour le faire vont le faire. Laurent Toninquès le dira chaque fois. Quand c'est bon, je dirai. Quand c'est mauvais, je dirai. Je n'aurai peur de personne. Même si le porte-parole du gouvernement était assis à votre place là, je lui dirai en face ce que je pense. Et même vous avez dit en face de monsieur ce que vous pensez. Vous avez été témoin quand même. Je n'ai pas peur devant, même devant une autorité. J'ai été courageux de lui dire, à ce niveau, vous n'avez pas bien parlé. Ce n'est pas bon. Pour vous dire quoi, Oumar, il y a des choses aujourd'hui qui ne consolident pas le vivre ensemble et qui ne préservent pas la paix. Il n'y a aucune raison de dire, chaque fois il faut éprouver. Moi, je pense que si on doit éprouver quelque chose, et qu'on sait très bien qu'en l'éprouvant, ça peut nous amener des tensions, ce n'est pas bon de continuer. En 2019, quand on a amené le certificat de conformité, tout le monde criait, les gens ont foncé. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et avec ça, les gens sont en prison depuis 2019, jamais de procès, ils sont en prison. Et vous pensez que ça, c'est une bonne chose pour un pays? Ce n'est pas bien. Je pense que véritablement, au-delà des bonnes choses, il y a des choses qu'on doit revoir. Et le chef de l'État, pour tout le respect, je lui dis, oui, je veux bien qu'il soit célébré en 2026. Et pour être célébré par tous les Béninois, il faille s'asseoir et corriger ce qu'il a corrigé. De ne pas écouter ceux qui lui disent que tout est bon. Parce qu'après, c'est les premières personnes qui vont le lâcher. Il se retrouvera face au peuple seul. Et quand on va demander des comptes devant l'histoire, c'est lui seul qui répondra. Tous ceux qui lui disent c'est bon, aucun d'eux ne sera là pour répondre. Tous ceux qui lui disent chef de l'État, foncez. Tout le monde va le lâcher. Tout le monde va le lâcher. Et d'ailleurs, on a vu. Quand Boni Yayi finissait, les mêmes qui ont mangé, c'est encore son ministre, un de ses ministres qui a commencé par dire Boni Yayi, c'est fini. Vous pensez que 2025? Non, moi je pense que véritablement, si on aime Patrice Talon et si on aime le Bénin, on doit pouvoir dire à ce niveau, c'est pas bon, corrigeons à ce niveau, on peut évoluer. Oumar, réaction. Première chose à dire, c'est nul. Laurent, vous le laissez aller où? En fait, d'abord, nul n'en a pas l'âge de l'audace. Le président Patrice Talon est là. Moi, Oumar, je lui dirai ce que je pense également.
Personne n'en a pas l'âge de l'audace. D'ailleurs, même on est journaliste, c'est parce que nous sommes plus ou moins audacieux. On ne craint pas d'assumer, comment on appelle, nos propos. Ça, c'est de l'audace. Il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui par les temps qui courent. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose que je veux dire, c'est que arrêtons de voir le monde à travers seulement le prisme de nos propres idées. Voyons également de manière très impartiale les choses. Vous avez parlé de certificat de conformité. Le président, le chef de l'État est là. Moi, je lui dirais que le certificat de conformité, je ne suis pas du tout d'accord avec. Que j'estime que c'est un peu trop sévère, ça gêne un tout petit peu. On est d'accord. Mais quand c'est bon, quand il y a des choses qui sont bonnes aussi, il faut le reconnaître. Bon quoi? Même si vous décidez et que vous dites que non, avec 15 personnes, on va créer votre parti, en l'état actuel, vu les tests que nous avons aujourd'hui, ces partis-là ne sont pas viables. Ils vont mourir juste après les élections qui vont suivre. Parce qu'un parti aujourd'hui, il doit avoir une envergure nationale, un certain nombre de voix à avoir pour continuer à être un parti qui peut être soutenu et accepté dans la République. Moi, je dis que ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, rien que pour ces petites raisons-là, il y en a plein comme ça, il faut continuer à éprouver ces réformes-là. Qui a initié des réformes dans ce sens-là, dans ce pays-là? C'est ce régime-là qui a eu l'audace et le courage de le faire. Je ne félicite personne, je ne célèbre personne. Je dis qu'à un moment, prenons un tout petit peu de recul, regardons les choses en face et disons-nous la vérité également. Non, mais ce n'est pas parce que la masse crie, non, c'est mauvais qu'on va dire que tout est mauvais. Non, nous, notre rôle, c'est de dire à la masse, ok, c'est mauvais sur certains points, mais c'est bon également sur d'autres points. Voilà, donc c'est essentiel de pouvoir le dire. Très bien. Voilà. Très bon. Merci. Laurent, j'ai une question à la une de Matin Libre. L'on nous apprend que la CEDEAO a rencontré les partis politiques. Et puis le quotidien écrit, Laurent, simple formalisme. Et le quotidien dit, seuls les Béninois vont résoudre les problèmes béninois. Qu'en dites-vous? Matin Libre a menti, vous pensez? La Matin Libre n'a pas pensé. Non, j'ai dit... J'estime que, regardez, quand on parle de crise politique dans tous les pays de la sous-région depuis des années, quelle a été la solution de la CEDEAO? La CEDEAO vient juste rencontrer les partis politiques, pas de décision prise après. La CEDEAO joue le rôle de sapeur-pompier. C'est quand il y a crise après qu'ils viennent éteindre le feu. Encore que, est-ce qu'ils arrivent vraiment à éteindre le feu? Et je le dis clairement aussi, quel chef d'État de la sous-région veut critiquer l'autre? Vous voulez penser que c'est fort qui va critiquer Patrice Talon? Ouattara va avoir le courage de critiquer Patrice Talon? Est-ce que c'est un modèle véritablement? Est-ce que c'est... comment je vous appelle celui-là? C'est vrai, fort heureusement, lui, il a décidé de ne plus aller aux élections. Embalo Sissoko, j'ai pu lire que c'est sa femme qui l'a convaincu de dire non, attention, avec ce qui se passe là, si tu vas aux élections, ça permet des crises, et puis il a décidé de ne pas aller aux élections. Mais prenez... Tinubu qui axe tous ces problèmes au Nigeria, là, c'est lui qui veut venir critiquer Patrice Talon. J'estime que la CEDEAO aujourd'hui, c'est une institution sous-régionale qui fait ce qu'elle peut. D'accord? Mais il y a des problèmes qui dépassent malheureusement aujourd'hui la CEDEAO. Et ça, c'est parce que les vrais acteurs de la CEDEAO, qui sont les chefs d'État, entre eux, il y a des choses à se reprocher. Dès lors que Fort peut trouver des choses à reprocher à Patrice Talon dans sa gouvernance démocratique et autres, c'est qu'il ne peut pas... il sait que Patrice Talon... Talon donner de leçons. D'abord, quand Fort est conscient que chez lui, les dernières élections avec la dernière réforme, que ce n'est pas du tout catholique, il ne peut pas avoir le courage de dire à Patrice Talon, ce que tu fais là-bas, c'est mauvais, il faut libérer les gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Sachant que lui aussi, là-bas, il en arrive à enfermer des acteurs politiques, des acteurs de la société civile ou des journalistes. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara qui, peut-être, il peut être encore candidat, on sait qui c'est. Ce n'est pas à lui de dire à Fort de quitter. Et ce n'est pas à lui de dire à Patrice Talon, pourquoi tu fais troisième mandat? Parce que lui l'a fait. Donc, il n'y a que les Béninois qui doivent s'asseoir. Et c'est ça qui justifie le fait que les problèmes qui existent aujourd'hui, nous devons faire l'effort. Et la première personne à faire l'effort, c'est le chef de l'État. Après, les acteurs politiques doivent maintenant faire preuve d'humilité, accepter, se rencontrer le chef, s'asseoir, discuter. C'est très important. Donc, les vrais problèmes de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO, revient aux acteurs politiques de ces pays. Revient aux fils de ces pays. Il ne faut pas attendre la CEDEAO. La CEDEAO attend juste quand il y a crise pour venir dire
Pourquoi c'est ça? Nous rappelons comment vous appelez comme ça? Ultimatum, oui. Non, parce qu'il y a un communiqué standard de la CEDEAO. Oui. Et quand ça, il y a ils changent les mots dedans. Ils changent les mots. On rappelle à l'ordre. À l'ordre constitutionnel. Oui, à l'ordre le communiqué est standard, là, ça attend au secrétariat. On change les nationalités, le nom du pays. De la CEDEAO, j'espère que vous allez changer le communiqué standard là. Oui, on va finir. Non, mais moi je veux dire que la CEDEAO n'est pas... En fait, au sein de la CEDEAO, les hommes sont trop forts que l'institution. Les chefs d'État sont plus forts. Ils sont trop forts que l'institution. C'est pas les hommes. Prenez aujourd'hui, oui, c'est les hommes qui constituent. Donc vous voyez, ils sont plus forts que l'institution. Prenez un peu l'Union européenne aujourd'hui. L'institution existe par elle-même, alors que l'Union européenne a été créée bien après la CEDEAO. La CEDEAO est l'une des plus vieilles institutions sous-régionales dans le monde. Et c'est ça qui faisait un peu la fierté de la région ouest africaine. Mais aujourd'hui, l'objectif a été perdu de vue. Ce n'est plus la CEDEAO des pères fondateurs. Vous demandez à un enfant aujourd'hui, c'est qui le président de la CEDEAO, il ne saura même pas vous dire Oumaro Embalo Sissoko. Moi, je me souviens quand on parlait, quand on allait au CEP, quand on allait aux examens, c'était des choses qu'on devait retenir. Absolument. Voilà, parce que c'était des institutions fortes dans le temps. Okay? Parce que ces personnes-là se réunissaient entre elles sans l'intervention, sans que les chefs d'État n'interviennent et prenaient des décisions fortes que les gens devaient suivre. Voilà, donc aujourd'hui, il y a réellement un problème au sein de la CEDEAO. Maintenant, quant à ce que notre confrère écrit, c'est les Béninois qui doivent résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Ça, je suis complètement d'accord et je vais vous dire pourquoi je suis d'accord. Vous voyez, les partis aujourd'hui, tout le monde s'agite. Je répète, on pleurniche toujours sur le code électoral, on pleurniche sur les réformes qui ont été faites. Oui, ça écarte telle ou telle personne. Moi, je dis, vous pensez que celui qui initiait les réformes ne va pas penser à sa propre gueule, à sa propre pomme, avant de penser à vous? Ça, c'est un premier pas. Oui. Est-ce que quand eux-mêmes ils seront au pouvoir, ils ne vont pas penser à eux? Parce que la politique, on sait comment ça se fait au Bénin. Hein. Et on dit que les opposants d'aujourd'hui seront les voisins de demain. Donc, moi, je dis, travaillez plutôt déjà à conquérir le cœur des Béninois. Vous les voyez, vous les sentez sur le terrain, ces gens-là. Nous sommes à 1 an de la clôture des candidatures pour l'élection présidentielle, par exemple. Prenons les démocrates, par exemple. Dites-moi, comment on appelle, un présidentiable. Prenons l'autre parti, là. Dites-moi un seul présidentiable que vous voyez aujourd'hui qui sort du lot. Du président de la République, Yahi, là. Les FCBE. Dites-moi, prenons les FCBE. Dites-moi une seule personne que vous allez dire, ok, celui-là, voilà un présidentiable, ça dit où on est sûr que la majorité des Béninois peuvent voter pour lui. Vous n'en avez pas vu. Qu'est-ce que vous n'en avez pas vu. Écoutez bien. Le secrétaire général, il est présidentiable. Il n'a pas la possibilité d'avoir un candidat parce qu'il n'a pas les parrainages au nombre. Bon, d'accord. Le secrétaire général, il est présidentiable. Par rapport au parrainage. Problème parrainage. Par rapport au parrainage, je pense que ça aussi c'est un problème. Enfin, je ne pense pas que ce soit encore un problème. Il y aura comment on appelle, c'est les élections générales en réalité, comment on appelle, en 2025. En janvier, je crois, en janvier déjà, il y aura déjà les élections. Donc les parrainages, je crois, c'est juste après. Chacun pourra aller chercher les parrainages auprès des élus. Cette question est résolue depuis. Voilà, donc chacun pourra chercher. Donc le problème de parrainage ne se pose pas en réalité pour le moment. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que les gens font sur le terrain pour conquérir les cœurs des Béninois? On ne voit rien, absolument rien, à part venir s'asseoir tous les matins, dire, voilà, le président a fait ci, il a mal fait ci. Ok, il a mal fait. Il travaille pour asseoir, lui, sa politique. Il ne va pas travailler pour vous permettre à vous de pouvoir mieux le critiquer, de pouvoir mieux vous engouffrer dans les brèches qu'il va laisser. Non. Je suis complètement... Non, mais attendez, je ne dis pas... Non, je ne dis pas une chose et son contraire. Oui, vous avez dit qu'ils doivent, quand ils font des réformes, ils pensent à leur propre gueule. Et vous dites en même temps qu'ils ne peuvent pas le faire pour les laisser de brèche. Ça veut dire que vous dites une chose et son contraire. Tous les gouvernants font toujours, quand ils sont là, ils font tout pour bloquer les autres d'abord. Parce qu'après, ils pensent que le pouvoir, après eux, il n'y aura pas. Parce qu'ils doivent continuer. Je vous donne un exemple simple. On dit la même chose. C'est pour vous dire quoi? C'est pour ça qu'on appelle le chef de l'État maintenant à revoir certaines réformes. Voilà. Parce que je vous donne l'exemple simple, et je l'ai toujours rappelé. Quand Nicéphore Soglo était président de la République, on a demandé à ramener la gestion de la Sogema. D'accord? Sous tutelle de la circonscription urbaine de Cotonou. Oui, on a même fini. Sous tutelle de la circonscription urbaine de Cotonou, ils avaient refusé. Ils ont mis ça sous tutelle du ministère de l'Intérieur.
Et puis après, il est devenu maire de la ville de Cotonou. Il a demandé à mettre à gérer la Sogema. Quand on a ramené la Sogema sous tutelle de la mairie. Ils ont refusé. Ça a été refusé. Pour vous dire quoi? Les gens qui font des réformes aujourd'hui doivent faire des réformes pour l'avenir. Plutôt que de faire des réformes pour le peuple. Plutôt que de faire des réformes pour bloquer les gens. Je suis d'accord. C'est Mais ça, Roland, vous voyez, j'étais en train de parler tout à l'heure, vous avez pris la parole, je n'ai pas du tout réagi. C'est fini. Quand ça arrive comme ça, c'est normal qu'on puisse prendre la parole. Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Pour apporter, pour que l'un apporte de l'eau au moulin de l'autre. Ne montez pas immédiatement sur vos grands chevaux dès qu'on veut juste ajouter un mot à ce que vous dites. Ça ne veut rien dire. Je ne vous interromps pas pour dire. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, la démonstration que Laurent vient de faire, en fait, il jette de l'eau à mon moulin. L'idéal, c'est quoi? C'est qu'on fasse des réformes pour que le peuple soit satisfait. Et chacun est dans sa logique. Moi, dans ma logique, le peuple est satisfait si je le fais comme ça. Et en le faisant comme ça, j'arrive également à écarter ceux qui peuvent me créer des ennuis. Oui, mais à faire ce qui vous arrange pour le moment, mais après, on oublie la suite. C'est le cas qu'il a évoqué. Attendez, si vous estimez que ce n'est pas bien et que ce que la personne fait n'est pas bien, est-ce que c'est le moment de créer des tensions dans le pays? Moi, c'est mon avis. Moi, je pense qu'on doit travailler. Dès l'instant où il y a encore une marge de manœuvre, la marge de manœuvre, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on peut toujours parler au Bénin, on peut toujours critiquer au Bénin, on peut toujours faire de la politique au Bénin, on peut aller au contact des populations au Bénin, on peut essayer de conquérir, on peut écrire ce qu'on veut, comme notre confrère le Béninois libéré, sur la une des journaux, comme on veut au Bénin. Ce n'est pas encore une dictature en tant que telle. Donc, travaillons déjà à conquérir le cœur des Béninois. Moi, je pense que c'est cela le problème aujourd'hui. On perd de vue ce qu'on doit faire parce que tout simplement, notre objectif est de critiquer. Et pendant ce temps, l'autre travail, marcher dans les rues un peu aussi. Vous dites que beaucoup parmi les gens du régime ne sont pas totalement d'accord avec tout ce qui se fait. Oui, peut-être sur le plan politique, mais allez auprès des populations, ils vous diront, malgré tout, Talon là, il fait, est-ce que vous avez vu tel endroit? Je l'ai méconnu. Voilà. Est-ce que vous avez vu l'ADI? Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Vous avez vu ça? Voilà. Les gens vont à la GDIZ, échange de langage. Toi aussi, ça doit faire réfléchir. Bon, ça aussi, c'est à dire. Si vous voulez attaquer Talon, attaquez-le un peu sur son bilan aussi. Attaquez-le un peu sur son bilan, sur le plan de ce qui est réalisation, sur le plan également de ce qui est avancé, que les réformes ont permis d'avoir également. Merci Oumar. Laurent, pour finir. Je vais vous rappeler, Pierre Oumar, que c'est pas fini. Oui, c'est fini. Vous n'avez pas dit à Roland que non, je vous ai dit, c'est fini. Laurent, c'est fini. Je veux rappeler que le chef de l'État est élu. Laurent, en 30 secondes. Il a promis faire les choses mieux que Boniaï. Et il est payé pour ça. Il gère nos ressources. On le félicite, on lui dit merci pour ce qu'il a fait. Mais on ne va pas verser dans la propagande, je vous en prie. Je suis complètement d'accord. Dans les messes, on ne va pas dans les prières. Première chose. Deuxième chose. Les choses sur lesquelles on l'interpelle, c'est pour lui. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, dans 25 ans, s'il est encore en vie, on dira qu'il a travaillé. Après, il a été si. À un moment donné, il était apprécié, il n'était pas apprécié, mais à la fin, il a fait ça. C'est pour lui, ce n'est pas pour Laurent Tony Nkes. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans également, on reconnaîtra également que ces réformes étaient de bonnes choses également. Oui, ça aussi, c'est possible. Ce que vous critiquez aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, 30 ans, les gens vont dire que finalement, c'est ça qui est bon. Moi, je dis, travaillons tout simplement à maintenir cette cohésion sociale-là. Et si vous voulez maintenant, après qu'on parle des réformes dont vous parlez, des réalisations dont vous parlez, on peut aller dans le fond et faire le débat. Et ils savent très bien que si on doit faire ce débat-là, on va le faire. Organiser le débat pour qu'on puisse le faire. C'est déjà